côté des immanquables, il y a House of Cards. C'est la première production originale de Netflix. Allociné lui donne 4,3 étoiles sur 5. Moi, je serais même un peu plus généreux. Elle a reçu 59 récompenses et distinctions bien méritées. Cette série bouleverse les codes habituels et notamment le rapport du téléspectateur avec le premier rôle. Je devrais dire les premiers rôles, car il s'agit d'un couple. Là, pas question de s'identifier à eux. Non, on apprend à se délecter du caractère ignoble d'un couple et de ses agissements odieux pour arriver à la première marche, à la marche suprême, la présidence des États-Unis. Une passion dévorante les unit. Cette passion, ce n'est pas le sexe, non. Chacun en fait son affaire avec l'autre, sans aucune jalousie. C'est leur amour du pouvoir qui les unit. Un amour dévorant, totalement platonique, mais authentique et sincère. Ils sont tous les deux subjugués par leur moitié. Ça nous rappelle Shakespeare avec Richard III marié à Lady Macbeth. Le premier rôle, c'est lui, Frank Underwood, merveilleusement interprété par Kevin Spacey dans le rôle du président américain. Autre code habituel renversé, le salaud est un démocrate. Ordinairement, cela incombe plutôt à un républicain raciste. Le plus drôle est que comme le président est un méchant, on l'a comparé souvent à Trump. Pourtant, dans la série, c'est bien le chef du Parti démocrate. Il faut être honnête, le choix politique de Frank Underwood est celui de la facilité. Son discours à la Soros est là pour camoufler sa détestation des petites gens et des faibles. Troisième code cassé, notre politicien noue une relation privilégiée avec le téléspectateur. Il s'adresse régulièrement à lui, directement. Rien à voir avec la voix off d'un narrateur, non, il nous parle les yeux, dans un troublant face caméra. Du grand art. L'autre premier et second rôle est celui de la première dame des États-Unis, Claire Underwood, interprétée par la fantastique Robin Wright. Beaucoup plus distinguée que lui, elle est un peu la Cara Bruni américaine. Sa beauté, son élégance et sa parfaite éducation sont clairement un atout pour la conquête du pouvoir de son mari. Frank, d'apparence plus populaire, l'exhibe comme le trophée de chasse de l'homme qui a réussi. Mais elle a aussi un brillant cerveau et un appétit du pouvoir qui la place au même rang que son mari. Créer une attirance pour des repoussoirs était un pari risqué pour Netflix. Il est réussi. Personnellement, le cynisme de ce couple, style Clinton, m'a fasciné et l'arrêt brutal de la 6e saison m'a contrarié. Il faut dire que la fiction a rattrapé la réalité. Dans le contexte de l'affaire Harvey Weinstein, Kevin Spacey, donc l'acteur principal, est accusé par plusieurs hommes d'agression sexuelle. Comme avec Polanski, cela pose le problème pour l'appréciation de la dissociation possible ou non d'une œuvre avec son auteur. Pour ma part, je me demande même si ces accusations ne renforcent pas un peu plus la véracité de son interprétation. Changeons de lieu et d'époque avec Vikings. Si vous aimez le heroic fantasy où les filles chevauchent des dragons volants qui crachent du feu, mieux vaut regarder Game of Thrones. Si, comme moi, vous avez besoin de croire en ce que vous voyez, alors Vikings est fait pour vous. Et pour cause, c'est une réalisation pour les chaînes History du Canada et des États-Unis. Qui plus est, c'est une création de Michael Hurst, le réalisateur de la série historique Tudor. Quelques doctorants ont décelé ça et là quelques inexactitudes. Cela n'a aucune importance, car la série ne s'adresse pas à des thésards et somme toute, l'histoire des Vikings comporte autant de suppositions que de faits réels. Bref, le fond historique est bon et on y croit. Cette production canado-irlandaise est notée 4,4 sur 5 par les téléspectateurs d'Allociné. Et pour ma part, cela est amplement mérité. Elle est disponible sur Prime et Netflix. La série raconte l'histoire de Ragnar Lodbrok. C'est un authentique héros scandinave qui, de simple paysan, devient le chef de guerre semi-légendaire qui unifie les Vikings au 8e siècle. Là des raids pour l'Est que lui impose son roi, il se rebelle et initie les premiers pillages en terre chrétienne. Décors, dracars, costumes, tout semble réaliste. Ragnar est plutôt beau gosse, sans être une caricature d'acteur bodybuildé. Les nombreux combats sont féroces, car l'époque le veut, mais ils ne sont pas la trame principale de la série. Plus qu'une histoire de guerre, la série est un prétexte pour mettre en exergue la confrontation entre le paganisme du Nord et la civilisation chrétienne d'inspiration gréco-romaine.
Même s'il ne rechigne pas à couper les têtes, Ragnar est fin d'esprit et c'est un véritable atout pour cette saga. Les séries ne sombrent pas dans la facilité de tourner en dérision le paganisme. On y voit même des femmes qui, à l'inverse du monde romain, devenu chrétien, sont sur un quasi-pied d'égalité avec les hommes et participent même au combat. La Gerta, la femme de Ragnar, est un modèle du genre. Bref, Vikings, c'est 6 saisons de bonheur qui vous plongent dans un autre monde, bien loin des éternels héros dépressifs américains. Justement, si vous en avez marre des séries qui broient du noir et vous poussent au suicide, je vous conseille vivement de voir Le Jeu de la Dame. Cette mini-série en 7 épisodes est un bol antidépresseur naturel. Sur Twitter, Netflix a annoncé qu'en dépit de son succès, il n'y aurait pas de saison 2. Et pour cause, la série s'arrête là où se termine le livre éponyme dont elle est adaptée. Enfin une histoire où on est entre nous. Je veux dire entre occidentaux. Il faut dire que les échecs sont au centre du jeu des acteurs. Les échecs, c'est un monde allant de la Californie à l'Oural. L'ambiance est originale, ici pas de méchants terroristes islamistes, ni de flics dépressifs alcooliques ou d'anciens marines victimes de syndrome post-traumatique. Non, on sort des schémas et des ficelles grossières des scénarios actuels. L'idée est simple, il s'agit d'une petite fille qui démarre mal dans la vie et est soumise à quelques addictions, mais qui par la volonté se hisse au firmament où se tutoient les champions d'échecs. Cela se passe pendant la guerre froide de ses 8 à 22 ans. Si vous ne connaissez rien aux échecs, cela n'a pas d'importance car au fond, si ce jeu est omniprésent, c'est pour mieux illustrer l'attirance obsessionnelle, pas pour un être, mais pour une discipline abstraite, la passion à l'état pur. Une sorte de quête du Graal. Il y a ça et là des touches discrètes de féminisme, je dis cela pour ceux que ça énerve, ou inversement. Il est vrai que le premier rôle est attribué à une jeune fille dont l'intelligence n'a d'égal que son intrigante beauté. Pas une beauté plastique, mais un charme peu commun et désuet où le regard fait tout sans qu'il soit besoin de la déshabiller. On voit dans ses yeux tour à tour de grands points d'interrogation, une émotion cachée, mais aussi le génie européen. Cette fille nous balade avec son mystère, et puis c'est une histoire morale où le travail, l'acharnement et la passion dans l'effort payent. C'est réconfortant et c'est sain. Vous l'aurez compris, Le Jeu de la Dame est la série idéale pour faire un break après une production flippante. Ce qui est certain, c'est que la championne du monde d'échecs, alors là, excusez-moi pour son nom, Mitra Erzajipour, une Iranienne installée à Brest, est bluffée par la série. À bientôt.